Indiana Jones, un nom qui résonne avec aventure, mystère et découverte inoubliable. Mais saviez-vous que derrière les films que nous connaissons se cachent des histoires méconnues, des pépites cinématographiques abandonnées qui n'ont jamais pu voir le jour sur grand écran? Oh my God! Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les abysses de l'univers Indiana Jones et à découvrir les trésors perdus des films qui auraient pu être. Avec plus de 40 ans d'histoire, autant vous dire qu'il y a eu énormément de propositions de films, tous plus incroyables les uns que les autres. Préparez-vous à explorer des mondes oubliés, à découvrir des intrigues jamais racontées et à dévoiler les secrets les mieux gardés de cette saga mythique. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez cet univers pour la première fois, préparez-vous à être émerveillé. Attendez-vous à des révélations fascinantes, des moments nostalgiques et des secrets jamais dévoilés, ou presque. Je suis Ludo du Ludoverse, attachez-vous avec votre fouet multiversel et mettez votre chapeau légendaire sur votre tête, car nous allons entrer dans le monde inconnu d'Indiana Jones et le mystère des films oubliés. C'est parti! Attendu longtemps avant la sortie de ce 5e volet. Et bon Dieu, on aurait pu avoir tellement mieux. 42 ans après la sortie d'Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, et 15 ans après le dernier volet sorti, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, nous avons enfin la conclusion officielle aux aventures légendaires de l'alter ego d'Harrison Ford, l'archéologue Indiana Jones. Et pourtant, même avec ça, on ne peut qu'avoir un goût amer en bouche. Le film de James Mangold est bon malgré l'absence de Steven Spielberg à la réalisation et de George Lucas au scénario, mais Indiana Jones 5 aurait pu être tellement mieux. Surtout quand on voit les histoires extraordinaires qui avaient été proposées avant que le cadran de la destinée ne devienne le projet final. Petit rappel du synopsis de base d'Indiana Jones 5 et de sa production qui a été extrêmement compliquée. Mieux vaut comprendre d'où l'on part pour savoir où on va. En 1969, après plus d'une décennie passée à enseigner au Hunter College de New York, le réputé Dr. Jones, professeur d'archéologie, s'apprête enfin à prendre sa retraite et à profiter d'une vie paisible. Cependant, tout bascule lorsque sa filleule, Helena Shaw, lui rend une visite surprise. Elle est à la recherche d'un artefact rare que son père avait confié à Indy il y a de nombreuses années. Le célèbre cadran d'Archimède, une relique qui aurait la capacité de localiser les failles temporelles. En tant qu'escroc expérimenté, Helena vole l'objet précieux et s'enfuit à l'étranger pour le vendre au plus offrant. Indy se retrouve alors contraint de se lancer à sa poursuite, il dépoussière son fedora et enfile son blouson de cuir pour une ultime aventure. Ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'on a eu au cinéma, mais pour arriver à ce résultat-là, ça n'a pas été facile du tout. Indiana Jones 5 a toujours été prévu, et cela depuis 1979, 2 ans avant la sortie d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. En effet, à l'époque, lorsque les Indiana Jones étaient encore distribués par Paramount, donc avant que Lucasfilm soit acheté par Disney en 2012, les bons vieux Steven Spielberg et George Lucas, les pères de la franchise si on peut dire, avaient négocié avec le studio pour réaliser 4 suites à Indiana Jones 1. Un 5e volet a donc toujours été plus ou moins dans les cartons, mais le vrai développement de ce dernier volet a commencé en 2008, année de sortie du royaume du crâne de cristal, lorsque Lucas a commencé à se pencher sur le sujet. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Lucas a proposé un concept fou mais bon, selon les termes d'Harrison Ford, mais ça n'a pas su mettre tout le monde d'accord. Lucas voulait continuer ce qu'ils avaient commencé avec le style propre au royaume du crâne de cristal, tandis que Spielberg voulait revenir au style d'origine qui avait fait le succès des 3 premiers volets. Autant dire qu'avec des visions aussi différentes concernant le dernier projet sur les aventures d'Henry Walton Jones Jr., de son nom complet, il était compliqué pour que les deux se mettent d'accord. Et même 4 ans après, lors du rachat de Lucasfilm par Disney, les deux compères n'avaient toujours pas réussi à trouver un terrain d'entente. Cette acquisition n'a d'ailleurs pas du tout arrangé Lucas et Spielberg vis-à-vis du développement d'Indiana Jones 5. En effet, la vision du studio était très claire. Il faut se concentrer sur la franchise Star Wars, sans oublier le fait qu'à cette période, Paramount détenait toujours les droits de distribution d'Indiana. Du moins jusqu'en 2013, lorsque Disney a pu les récupérer. Mais pendant ce temps, notre pauvre Indiana Jones est resté de côté. Et enfin, on arrive en 2016, année où Disney annonce enfin qu'Indiana Jones 5 va bel et bien sortir, confirmant par la même occasion la date de sortie du film, prévue pour le 19 juillet 2019 aux États-Unis, et le retour de notre bon Harrison Ford dans le rôle-titre, ainsi que Spielberg à la réal. Mais où est George Lucas, me direz-vous? Eh bien, l'une des têtes pensantes les plus importantes de l'univers d'Indiana ne fait désormais plus partie de l'aventure, étant remplacé, on peut le dire, par David Koepp, qui avait déjà coécrit Indiana 4 et à qui l'on doit le script du Spider-Man de Sam Raimi
sorti en 2002. Un gars avec un bon petit palmarès, on peut le dire, permettant donc à Indiana Jones de continuer son développement, étant donné que l'opposition Spielberg-Lucas n'avait plus de raison d'être, n'est-ce pas? Eh bien non, le film a subi plusieurs décalages de date de sortie, dus en partie à des réécritures constantes, à cause notamment du départ de Coep en 2018, qui a décidé de se concentrer sur le script et la réalisation de son projet Should Have Left, film d'horreur basé sur un roman de Daniel Kellman et mettant en scène Kevin Bacon et Amanda Seyfried. Avec plus aucun scénariste, il a donc fallu trouver un remplaçant. Et c'est Jonathan Kasdan qui a été choisi. Scénariste de Solo, A Star Wars Story, et accessoirement fils de Lawrence Kasdan, à qui l'on doit le script d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Rien que ça. Sauf que Kasdan, un an plus tard, décidera de quitter l'aventure lui aussi. Et Coep fera son retour en tant que scénariste à la fin de la même année. Ça s'en va et ça revient, comme disait notre bon vieux Claude François. Malheureusement, au final, malgré son retour, aucun de ces scripts n'ont été acceptés. Mais il n'y a pas que ça. Sinon, ce ne serait pas drôle. Car en 2020, il s'est passé quelque chose d'énormément pénalisant, on va dire, l'ère du Covid-19. Bordel, avec tout ça, impossible d'avancer. Et la cerise sur le gâteau, vous la connaissez? Eh bien, en février 2020, grosse annonce, l'un des géniteurs les plus importants d'Indiana Jones a décidé de quitter le navire. Et oui, Steven Spielberg dit bye-bye, lâchant donc la prise qu'il avait sur une franchise qu'il a bâtie et détenue pendant près d'une quarantaine d'années, et laissant sa place de réalisateur à un gars bien connu, le réal de Ford versus Ferrari, aka le Mans 66 en France, et du très apprécié Logan, le grand, si on peut l'appeler comme ça, James Mangold. En voyant que Spielberg avait tiré sa révérence, Coep s'est dit qu'il était temps de laisser sa place lui aussi. Il quittera donc définitivement l'aventure Indiana Jones 5 pour laisser Mangold s'exprimer comme il se doit. Et qui dit nouveau réalisateur, dit en général réécriture du script, avec ici la participation de Mangold, qui sollicitera deux autres compères scénaristes avec qui il a travaillé notamment sur Le Mans 66. Je parle bien entendu de Jez et John Henry Butterworth. Le chantier étant loin d'être terminé, la date de sortie d'Indiana Jones 5 a donc bien entendu été encore décalée. Mais l'équilibre a enfin été trouvé. 13 mois après l'arrivée de Mangold, le tournage commence enfin. Mangold avouera même s'être débarrassé de l'idée de base du scénario, plus précisément du MacGuffin choisi. Pour ceux qui ne le savent pas, un MacGuffin, c'est un terme qui a été conceptualisé par Alfred Hitchcock lui-même. Il s'agit d'un objet qui permet à l'histoire d'avancer et de se développer. Dans le cadre d'Indiana Jones 5, le MacGuffin qui avait été sélectionné était un énième artefact avec beaucoup de pouvoir, donc comme ce qui avait pu être proposé dans les 3 premiers Indiana Jones. Et cet objet n'avait pas forcément de connexion avec le personnage d'Indiana et ce qu'il traverse actuellement, en prenant en compte toutes les années qui lui sont passées dessus, ce qui n'allait donc pas du tout dans la direction de ce que voulait proposer Mangold. Mais malgré ces changements, le travail semble tout de même avoir été validé par l'un des papas d'Indiana lui-même, Spielberg, qui même en ayant quitté sa place de commandant, est toujours un membre à part entière de l'équipe en tant que producteur. Indiana Jones et le cadran de la destinée est donc aujourd'hui sorti, malgré une production très compliquée de plus de 15 ans. Mais avant de devenir cette histoire où l'on suit Indiana Jones à la recherche de ce fameux cadran, aux côtés de sa filleule Helena Shaw, interprétée par Phoebe Waller-Bridge, ce 5e volet aurait pu prendre une, voire plusieurs trajectoires bien différentes. Remontons un petit peu dans le temps en 2008, alors que Indiana Jones, le royaume du crâne de cristal, sortait au cinéma. Ce nouveau volet mettait en scène de nouveaux personnages, dont le fils caché de notre bon vieux Indiana Jones, Mutt Williams, interprété par Shia LaBeouf. George Lucas avait à l'époque émis l'idée que le futur Indiana Jones 5 serait centré sur ce fameux Mutt. Il aurait été le héros du film et l'histoire aurait été centrée sur ses aventures, tandis qu'Indiana Jones aurait eu un rôle similaire à celui de son père, interprété par Sean Connery, dans Indiana Jones et la dernière croisade. Lucas avait beaucoup à dire sur le nouveau film Indy et son avenir. Je n'ai même pas dit ça à Steven ni à Harrison, mais j'ai l'idée de faire de Shia LaBeouf le personnage principal la prochaine fois et de ramener Harrison de la même manière que pour Sean Connery dans le dernier film. Je peux le voir, ça fonctionnerait. Cependant, comme un rêve qui vole en éclats, il est revenu quelques semaines après cette annonce sur sa parole. Selon George Lucas, un film Indiana Jones sans Indiana Jones n'est pas un film Indiana Jones, vous l'aurez compris. S'ils veulent faire un film sur Mutt Williams, il faut que le titre du film porte son nom
et non pas celui d'Indiana Jones. Sa déclaration, Indiana Jones est Indiana Jones, Harrison Ford est Indiana Jones. Si c'était Mutt Williams, ça s'appellerait Mutt Williams et la recherche d'Elvis ou quelque chose comme ça. Pas de Mutt Williams donc, il décide de se concentrer sur Indiana et en plus de ça, George Lucas a été formel. Il faut que le MacGuffin soit ancré dans la réalité et ait un caractère historique. Il dira même, tu ne peux pas inventer quelque chose comme une machine à remonter dans le temps. Cocasse, n'est-ce pas, quand on voit la tournure qu'a pris le film Indiana Jones 5. Saut dans le temps, en 2016, le film est annoncé et Lucas quitte le navire. Le développement du film avance et une chose est sûre pour Spielberg, qui est encore réalisateur à l'époque, Indiana Jones ne mourra pas au cours du film. Quant à Frank Marshall, producteur sur Indiana Jones 5 sera une suite, pas un préquel. Et c'est en 2017 qu'est confirmé que Mutt Williams, qui à l'origine devait être le perso principal d'Indiana Jones 5, ne sera même pas dans le film. Coup dur pour LaBeouf. Son absence n'est d'ailleurs pas forcément étonnante. L'acteur avait déjà fait l'objet de controverses à la sortie d'Indiana 4, caractérisant le film comme n'étant pas à la hauteur des attentes et indiquant même qu'Harrison Ford était d'accord avec lui, ce que Ford ne pouvait pas du tout laisser passer. Il répondra dans une autre interview que c'était un sacré idiot, sans compter que quelques années plus tard, Shia a été accusé de violence conjugale et a même été pris en charge à sa demande dans un établissement de santé. Autant vous dire que la mort de Henry Jones, 3e du nom dans le 5e volet, avait donc là aussi rien de surprenant. Même si Mangold a annoncé tout récemment que son absence n'avait rien à voir avec ses critiques contre Indiana Jones 4. À vous de vous faire votre propre avis. Pour revenir à Indiana Jones 5, l'une des idées de Spielberg et Coep a tout de même été conservée dans la version finale. Les deux collègues tenaient à ce que le film s'ouvre sur un Indiana Jones rajeuni pendant une scène d'ouverture en pleine Seconde Guerre mondiale, qui devait durer d'ailleurs à peine 5 minutes. Ford appréhendait tout de même cette scène qu'il considérait comme trop brutale pour le public. Avoir affaire à un Indiana Jones jeune, puis boum, tomber sur un Indy de 70 ans, aurait représenté une sorte de douche froide pour les spectateurs selon lui. Sauf que pour Mangold, ce n'est pas du tout comme ça qu'il voyait les choses. Il a décidé donc de conserver la fameuse scène et de l'allonger. De 5 minutes, elle est passée à 25. James voulait effectivement que le public soit choqué, voire déçu par une telle transformation, voulant montrer que vieillir, eh bien, c'est décevant. Ford s'est d'ailleurs laissé prendre au jeu, quitte à voir un Indiana Jones bien vieux, autant le montrer sous toutes ses coutures. La fameuse scène où l'on voit Henry Jones Jr. endormi sur son canapé, un verre à la main et surtout torse nu, était une idée de Ford lui-même. Cette simple scène permettant de montrer que beaucoup d'années se sont écoulées depuis le prime d'Indiana Jones. L'histoire sur la production d'Indiana Jones 5, vous la connaissez par cœur désormais. Mais au cours des plus de 40 ans qui se sont écoulés entre Indiana Jones 1 et Indiana Jones 5, plusieurs films et idées ont été distillés au cours des 40 ans d'exploitation de cette franchise au cinéma. Et vous allez voir, il y a bon nombre de concepts farfelus et d'autres que l'on peut qualifier d'exceptionnels. Revenons sur la production d'Indiana Jones 2. Avant de devenir Indiana Jones et le Temple Maudit, il fallait bien entendu trouver une thématique à ce deuxième volet. La question se posait donc de savoir quelle tournure prendrait la suite. Comme vous vous en doutez, George Lucas et Steven Spielberg sont connus pour avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et la production d'Indiana Jones 2 ne fait pas exception. Lucas voulait que ce second volet soit beaucoup plus sombre, à l'image de ce qu'avait été Star Wars l'Empire contre-attaque pour Star Wars Un Nouvel Espoir. Sauf que le risque avec une suite est qu'on ne peut jamais satisfaire tout le monde, comme le dira son compagnon Spielberg. Le danger de faire une suite, c'est qu'on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Si vous donnez aux gens le même film avec des scènes différentes, ils diront « Pourquoi vous n'avez pas été plus original ?» Mais si vous leur donnez le même personnage dans une autre aventure fantastique, mais avec une tonalité différente, vous risquez de décevoir l'autre moitié du public qui voulait simplement une copie conforme du premier film avec une autre fille et un autre méchant. Donc vous gagnez et vous perdez dans les deux cas. George a donc fait la proposition suivante. Il faut que le prochain film Indiana Jones se déroule dans une maison hantée. Les détails de ce script sont encore aujourd'hui plutôt flous, même si Lucas a dévoilé que l'histoire aurait dû se dérouler en Écosse et plus précisément dans une maison hantée donc. A priori, même un scénariste avait été engagé pour développer un script à partir de l'idée qu'il avait en tête, en la personne de Fian Thomas, que vous devez connaître pour ses travaux sur À la poursuite du diamant vert, réalisé par Zemeckis, papa de la trilogie Retour vers le futur. Chose assez étrange d'ailleurs, car il semble que le script ait été écrit
pour la production d'Indy 3. On peut donc se dire que cette idée de maison hantée est restée très longtemps dans la tête de Lucas. Néanmoins, le film ne verra jamais le jour. Spielberg étant contre ce concept d'histoire de fantômes, ce dernier considérait que l'angle se rapprochait beaucoup trop de ce qui avait été déjà fait, notamment dans le projet Poltergeist, sorti en 1982, qu'il avait coécrit et coproduit. Et pourtant, Indiana Jones 2 est devenu au final Indiana Jones et le Temple Maudit, et s'est engagé beaucoup plus dans une ambiance sombre et violente. Ce qui avait d'ailleurs été pas mal critiqué à l'époque, car cela différait un peu trop de ce qui avait été proposé dans Indy 1. Comme le souligne Spielberg, on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord avec une suite. Après que le script de Diane Thomas ait été jeté à la poubelle, Lucas s'est trituré les méninges pour pouvoir pondre une nouvelle idée. Ce qui a donné, en 1984, un mini-script portant le nom de Indiana Jones and the Monkey King, ou Indiana Jones et le roi singe en français. Cette histoire, si vous ne la connaissez pas, devait s'ouvrir sur notre aventurier préféré qui affronte un fantôme en Écosse. Oui, encore. Mais ce n'est pas là que résidait le vrai intérêt de l'intrigue. En effet, cet affrontement que l'on peut considérer comme une introduction devait ensuite tendre vers la recherche de la fontaine de jouvence. Fontaine qui a la capacité, comme vous vous en doutez, de rajeunir quiconque boit ou se baigne dans celle-ci. Et elle devait être localisée en Afrique, plus précisément dans la Cité perdue. Dans cette version, le Monkey King était bien présent et devait mourir, tandis qu'Indiana réussissait à fuir grâce à une émeute qu'il aura causée par le biais d'une armée de gorilles. Oui, ça n'a aucun sens, mais pourquoi? Avec l'ébauche du script écrite, il fallait maintenant trouver un scénariste. Et c'est Chris Columbus qui a été désigné, qui, si vous ne le connaissez pas, a pourtant participé à la réalisation de plusieurs gros films que vous avez sans doute dû voir, comme par exemple Les Gremlins et Les Goonies en tant que scénariste. Mais vous devez plus avoir entendu parler de lui en tant que réalisateur avec ses travaux sur les deux premiers Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Avec Columbus à la tête du script, il y a donc eu pas mal de modifications. L'objectif du film, la fontaine de jouvence, a été remplacé par les pêches de l'immortalité, fruits sacrés, qui sont gardés par le fameux roi singe dans le roman chinois du XVIe siècle, appelé la pérégrination vers l'ouest. L'histoire de ce nouvel Indiana Jones débute en 1937. Alors qu'Indy se trouve en Écosse, confronté à un fantôme redoutable répondant au nom du baron Seamus Seagrove III. Après un combat intense, Indiana entreprend un voyage au Mozambique pour prêter main forte au Dr Claire Clark qui prétend avoir découvert un pygmée âgé de près de 200 ans. Malheureusement, le pygmée est enlevé par des nazis, les ennemis emblématiques d'Indiana lors d'une poursuite haletante en bateau. Aux côtés du Dr Clark et de Spracky Briar, un vieil ami d'Indy, notre héros s'aventure le long de la rivière Zambezi pour tenter de sauver le pygmée. À un certain moment, les nazis attaquent le groupe avec un tank. Mais Indiana Jones ne manque pas d'ingéniosité. Il chevauche un rhinocéros pour secourir le jeune homme de 200 ans dans une scène aussi originale qu'épique. Par la suite, Indiana Jones trouvera la mort lors d'un affrontement dantesque, mais il est rapidement ramené à la vie grâce au célèbre roi singe, également connu sous le nom du Monkey King ou Sun Wukong, qui tient un rôle central dans le titre du film. Sun Wukong confie à Indiana son légendaire bâton magique, le Ryu Jingu Bang, capable de changer sa taille à l'infini. Ce personnage mythique vous rappelle sûrement quelque chose, ayant grandement inspiré le légendaire manga Dragon Ball et notamment son personnage principal, Son Goku. Quant aux personnages secondaires, ils abondent dans cette aventure. Une tribu cannibale africaine, le sergent nazi Gutterbug, équipé d'un bras mécanique, Betsy, une passagère clandestine de l'aventure éperdument amoureuse d'Indy, et Ketsule, un capitaine pirate japonais qui perd la vie en consommant l'une des fameuses pêches d'immortalité, son corps n'étant pas assez pur. Quelques mois après avoir fait sa première proposition, Columbus est revenu avec un second script. Dans celui-ci, le personnage de Betsy a totalement été supprimé. Un nouveau perso a été introduit, Dash, un propriétaire de bar expatrié pour qui les nazis travaillent, et ce dernier, ainsi que le roi singe, deviennent les grands méchants du film. Dans cette nouvelle version, le Monkey King force Indy et Dash à se défier lors d'une partie d'échecs hors du commun. Les pièces du jeu sont remplacées par de véritables personnes et chaque pièce qui tombe se traduit par la désintégration de personnes sous les yeux des concurrents. Indiana Jones se retrouve ensuite confronté à des morts vivants, ramenés à la vie grâce au Ryu Jingu Bang, mais notre héros
parvient finalement à les vaincre. À la fin de l'aventure, Indy se marie avec le docteur Claire Clark, adieu Marion, n'était là que dans un film à l'époque de toute façon. Mais que ce soit l'une ou l'autre version, aucun de ces scripts n'a été gardé. Spielberg et Lucas ont abandonné l'idée d'en faire un film, d'une part au vu de la manière négative dont étaient dépeints les Africains, et d'autre part parce que l'histoire était trop surréaliste à leur goût. Ce qu'il est aussi bon de savoir, c'est qu'à l'image de l'idée de la maison hantée, eh bien George Lucas avait aussi proposé le Monkey King comme idée de base pour Indiana Jones 2. Et il avait même été proposé d'utiliser ce script pour en faire un jeu vidéo. On en reparlera un peu plus tard. Idées qui auront donc encore une fois été recyclées pour ensuite ne jamais voir le jour. Après que la fameuse trilogie d'Indiana Jones se soit terminée, le développement pour un Indy 4 a commencé, mais de manière très détendue. En effet, Spielberg et Ford, notamment, considéraient que The Last Crusade représentait la fin parfaite aux histoires de l'aventurier le plus célèbre du cinéma. Bien qu'entre Indiana Jones 3 et 4, une série Indiana Jones a été produite pour retracer la jeunesse d'Indy, portant le nom The Young Indiana Jones Chronicles, renommé plus tard The Adventures of Young Indiana Jones, ou, si vous préférez en français, les aventures du jeune Indiana Jones. Et c'est lors du tournage d'un épisode, dans lequel on pouvait retrouver notre bon Harrison Ford réendosser le manteau d'Indiana Jones, que Lucas a eu une idée. Dans ce dernier, Jones narrait certaines de ses aventures se déroulant entre 1920 et 1950. Et en voyant cela, il s'est dit qu'un film avec Indy, se passant dans les années 50, pourrait se faire. Le concept de base étant que la franchise Indiana Jones se tourne vers la science-fiction et prenne ses inspirations dans les films de série B du même genre, comme les films Des monstres attaquent la ville, Le météore de la nuit ou encore La chose d'un autre monde, avec au centre de l'intrigue des aliens. De l'autre côté, Spielberg n'était pas très partant pour refaire un film Indiana Jones en tant que réalisateur, et encore moins avec une idée comme celle dépeinte par Lucas. Ford était par ailleurs du même avis, n'aimant pas du tout le nouvel angle proposé. Ce qui, comme vous l'avez encore compris, a créé une énième opposition au sein du trio. Lucas considérait d'ailleurs que ses deux amis n'arrivaient pas à appréhender le potentiel phénoménal d'Indiana Jones. George percevait la franchise comme étant très malléable et voyait dans cette dernière une possibilité de tester de nouveaux genres encore et encore, tout en gardant bien sûr l'identité même des films Indiana Jones, Henry Jones Jr. qui part à la recherche d'un artefact ayant un background historique et archéologique. Lucas est donc arrivé avec une petite histoire et a engagé Jeff Stewart, à qui l'on doit le scénario du film Die Hard. Ce dernier s'est occupé de rédiger un script, et ce fameux script a quand même énormément de similarités avec la version finale du film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Il avait d'ailleurs pour nom Indiana Jones and the Saucerman from Mars, qu'on peut aussi appeler Indiana Jones et le petit homme vert de Mars. Dans ce fameux script que vous pouvez retrouver bien entendu sur internet, l'histoire s'ouvre à Bornéo en 1949. On y retrouve Indy descendant une rivière infestée de crocodiles avec son guide nommé Kaboul. Ils sont tous deux attaqués par des pirates et un rival du nom de Baldassar. L'objet de leur attaque ? Une carte que possède Indy permettant d'accéder à une idole. Après une lutte acharnée et une rencontre rapprochée avec des crocodiles, Indy et Kaboul parviennent à s'échapper tandis que les pirates s'emparent de la carte. Cependant, Indy a déjà récupéré l'idole, donc tout va bien. Kaboul rappelle ensuite à Indy qu'il doit rencontrer une femme et la guider dans la jungle. C'était une dernière demande de Marcus Brody, récemment décédé. Au départ réticent, Indy change d'avis en voyant la femme, Hélène McGregor. Elle est jeune, belle, intelligente et est aussi accessoirement une linguiste parlant 49 langues. Rien que ça. Elle cherche un temple dans une région de coupeurs de tête. Indy tombe sous les charmes d'Hélène et accepte rapidement de l'accompagner dans la jungle, ignorant le fait qu'elle soit fiancée. 6 semaines plus tard, Indy et Hélène sont tombés profondément amoureux. Ils ont trouvé le temple et ont commencé les fouilles avec Kaboul. Malheureusement, Baldassar et les pirates reviennent pour se venger. Ils capturent Hélène et suspendent Indy et Kaboul au-dessus d'un nid de fourmis légionnaires. Grâce aux manœuvres très malines d'Indy, ils parviennent à s'échapper et poursuivent les pirates et Hélène sur la rivière. Indy et Kaboul arrivent à les rattraper et une lutte acharnée s'ensuit. Alors qu'ils approchent d'une cascade, Hélène convainc Indy d'abandonner le bateau qui contient leurs recherches pour se sauver eux-mêmes. Les pirates tombent dans les chutes et nos héros s'en sortent. À ce moment-là, Indy demande Hélène en mariage et elle accepte. De retour aux États-Unis, Indy et Hélène se préparent pour leur mariage à la chapelle. Salah et 2001 sont là en tant que garçons d'honneur. Et Willie Scott, love interest de Jones dans Le Temple Maudit, et Marion,
love interest de Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, sont présentes en tant qu'invitées. Quant au père d'Indy, il est le témoin de ce dernier. Le mariage commence et Hélène s'apprête à avancer dans l'allée lorsqu'un homme entre. Il a une altercation animée avec Hélène, puis ils partent ensemble. Indy les suit, une poursuite en voiture a lieu, mais la future femme d'Indy et le mystérieux homme parviennent à s'échapper. Indiana, déprimée, se rend dans le bureau d'Hélène et y découvre un compartiment. Elle est en réalité une espionne pour le gouvernement américain et se trouve potentiellement au Nouveau-Mexique, dans une base militaire. Indy se rend là-bas et dès son arrivée est capturé. Indy est présenté à Bob Bolander, l'homme qui a fait éruption à son mariage et qui est accessoirement responsable de l'opération. Il retrouve Hélène qui suggère qu'il pourrait les aider. Bolander et ses troupes sont là à cause d'un crash d'un objet étrange. Il montre les restes du crash à Indy, qui pense que c'est un avion espion russe, puis un cadavre extraterrestre brûlé qu'il pense être un saint de Madagascar, et finissent par lui montrer un dispositif cylindrique capable d'alimenter en électricité les appareils proches sans utiliser aucun fil. Il est par ailleurs recouvert de symboles égyptiens, mayas, sanscrits et autres. C'est pour cette raison qu'Hélène a été sollicitée et qu'on demande l'aide d'Indy pour traduire les inscriptions. Indy accepte alors de travailler avec eux. C'est à ce moment que des espions russes font leur apparition, s'emparent du dispositif et kidnappent Hélène pour le traduire. Lors de la confrontation, Indy est capturé. Le groupe de Russes qui les a kidnappés prennent la route dans le désert, mais se retrouvent vite perdus. Ils se rendent dans une ville, mais cette dernière est factice. Elle sert aux essais nucléaires. Indiana arrive à s'échapper et saute dans une tranchée en se protégeant avec un frigo, tandis qu'une explosion jaillit et que les Russes meurent. L'armée retrouve Indy et l'informe que les symboles sur le dispositif extraterrestre sont un compte à rebours. Pourquoi? Mystère. Indy découvre qu'un des scientifiques américains est un espion russe, le suit et retrouve ainsi Hélène. Il embarque clandestinement dans un avion soviétique pour la sauver. Il est vite découvert, mais avant de se faire descendre, un ovni arrive et utilise son rayon tracteur sur le vaisseau russe. Ces derniers veulent récupérer le fameux dispositif. Les avions américains sont envoyés et vite détruits par l'ovni, tandis que l'avion russe est dépourvu de pilote à cause d'un soldat un peu trop téméraire. Indy et Hélène, le dispositif avec eux, sautent en parachute et atterrissent sans dommage. Ils se dirigent vers une station-service et tentent de contacter l'armée. Sauf que c'est à ce moment que les extraterrestres arrivent et essaient de récupérer l'objet. Hélène et Indy parviennent encore à s'échapper et se rendent dans un drive-in où ils arrivent enfin à contacter Bolander. Plus qu'à attendre leur arrivée. Et pourquoi pas en se regardant un petit film, vu qu'ils sont au bon endroit pour. Les extraterrestres les retrouvent et attirent le camion dans leur vaisseau. Indy et Hélène se rendent compte qu'ils sont pris au piège, mais sont ensuite reposés au sol. Le duo sort du véhicule et se retrouve face à face avec l'un des êtres venus d'ailleurs. Et lorsque ce dernier parle, Hélène réalise soudain qu'elle peut le comprendre. Par une forme de communication primitive, l'extraterrestre leur dit que le dispositif est dangereux et doit lui être rendu. Juste au moment où Indy s'apprête à rendre le fameux objet à cet être venu d'ailleurs, l'armée arrive et détruit le vaisseau en tuant l'extraterrestre. Ses congénères sont pris d'une rage folle et un vaisseau alien beaucoup plus grand et plus puissant surgit du désert. Bolander se barre avec le dispositif, poursuivi par Hélène et Indy, tandis que le vaisseau alien détruit les forces armées. Le duo arrive finalement à récupérer le MacGuffin, se rendent dans un lieu lié à ce fameux objet et 3 vaisseaux descendent du ciel. Bolander revient à la charge, prend en otage Hélène et force Indy à lui redonner l'objet de sa convoitise. Et c'est là que le fameux espion soviétique arrive aussi. Bolander et ce dernier se battent à mort. Bolander réussit à vaporiser son opposant grâce à un éclair d'énergie alien, mais malheureusement, énormément d'énergie sort de l'objet et dissout Bolander également. Les aliens reprennent l'objet qui leur appartient et s'envolent pour, on l'espère, ne jamais revenir. L'histoire se termine sur Indy et Hélène qui tentent de se remarier à nouveau, réussissent et montent dans leur voiture conduite par Short Round, aka 2001. Le dernier demande « Où allons-nous, Dr. Jones ?» Ce à quoi Indy répond « À l'aéroport, Shorty, et en vitesse. » Ils démarrent et vivent heureux pour toujours. Comme vous l'avez vu dans cette fameuse histoire, pas de Mutt Williams ni de mariage avec Marion Ravenwood. Autant dire que Lucas voulait que ce 4e volet s'éloigne le plus possible d'Indy 1 et de la formule d'origine. Après que Stewart ait d'ailleurs finalisé son script, 3 autres versions ont été proposées par Jeffrey Baum, scénariste de La Dernière Croisade. Leur contenu reste encore aujourd'hui un mystère, et quant à Spielberg, qui était réticent à l'idée de faire un film avec des aliens, après ses films Rencontre du troisième type et E.T., il a quand même été convaincu par Lucas, qui aura mis en avant l'argument suivant: les aliens ne sont pas d'origine extraterrestre, mais d'origine interdimensionnelle. Et la suite, vous la connaissez. Peut-être pas totalement, nous sommes déjà revenus sur pas mal de projets avortés, mais il y en a encore beaucoup les gars. Bon, c'est le dernier de cette liste et ensuite on passera à un concept qui vous fera kiffer, peut-être même autant que les fans qui veulent à tout prix voir ce projet
au cinéma. Donc, d'autres scénaristes ont bien entendu fait leurs petits essais sur Indiana Jones, dont Monsieur Night Shyamalan, le papa de la trilogie incassable. Mais ça n'a au final pas donné grand-chose, car il s'est vite fait submerger par l'imposante charge mentale qu'il se mettait en pensant à l'idée d'écrire une suite digne de ce nom au premier volet d'Indy qu'il adore. Sans compter une collaboration pas forcément des plus simples avec Ford, Spielberg et Lucas. Bien que Shyamalan avait un MacGuffin bien défini en tête, MacGuffin qui a son identité cachée encore aujourd'hui. Puis ça a été au tour de Frank Darabont de mettre les mains dans le cambouis. Ce dernier, en plus d'avoir écrit et réalisé La Ligne Verte et Les Évadés, a travaillé sur 6 épisodes de la série Indiana Jones. Il connaît donc très bien le personnage, et en 2002, lorsqu'il a été engagé, Darabont a livré un script portant le nom de Indiana Jones and the City of the Gods, ou en français, Indiana Jones et la Cité des Dieux. Ce dernier a subi lui aussi beaucoup de modifications. Dans le script d'origine, Darabont voulait que les nazis soient ici encore les antagonistes du film. Ou plutôt, devrais-je dire, les néo-nazis. En effet, l'intrigue se serait déroulée dans les années 50 et des ex-nazis auraient été à la poursuite de Monsieur Jones. Mais ces derniers ont été vite retirés. Spielberg et Lucas considérant que les années 50 ne pouvaient se permettre d'omettre la période de la guerre froide. Sachant qu'en plus, Spielberg ne se voyait pas à nouveau faire la satire des nazis. Ce dernier, on le rappelle, ayant réalisé quelques années plus tôt, en 1993, la liste de Schindler. Compliqué après ça de passer à un ton plus léger avec des nazis. Ils ont donc remplacé les nazis par des soviétiques, idée que l'on retrouvera par ailleurs dans la version finale d'Indiana Jones 4. Mais donc pour revenir à Indiana Jones and the City of Gods, l'histoire était donc la suivante. Elle s'ouvre dans le Nevada, où on retrouve Indiana Jones, semi-retraité, travaillant sur un site Anasazi. Les Anasazi sont les Amérindiens du sud-ouest de l'Amérique du Nord, et Indy travaille donc avec son collègue russe immigré, Yuri Makovsky. Une nuit, après avoir prêté son camion à son ami pour qu'il se rende dans un village voisin, il voit que ce dernier rencontre d'autres hommes et part dans une direction totalement différente. Il décide alors de les suivre. Après être entré dans une base secrète de l'armée américaine située dans le désert, Indy découvre que Yuri est en réalité un agent soviétique. Il contrecarre ses plans d'achat d'uranium et d'un mystérieux paquet auprès de 2 scientifiques américains corrompus. Cependant, après une poursuite à travers le complexe, il est capturé par les soviétiques, enfermé dans le coffre d'une voiture et laissé pour mort dans un village factice lors d'un test nucléaire. Indy s'échappe en utilisant un réfrigérateur comme abri et est secouru par l'armée américaine. Indy est interrogé et libéré par les Américains qui le soupçonnent tout de même d'être du côté des communistes. Un agent est chargé de le surveiller. Il perd dans le même temps son poste à l'université Marshall et décide de se saouler pour oublier. Ivre, il part cambrioler le musée de son ami Marcus Brody et y vole plusieurs objets. Indiana est capturé par l'agent chargé de le surveiller, mais ce dernier se fait éliminer par un des soviétiques qu'il avait vu aux côtés de son pote Yuri. L'agent soviétique tente aussi de l'éliminer, mais Indy arrive à se ressaisir et tue son opposant. Il fouille sa victime et trouve dans son manteau une clé. Cette dernière permet d'ouvrir un casier se trouvant dans la gare centrale de New York. Henry s'y rend et esquive les policiers qui le croient coupable du meurtre de l'agent américain. Il ouvre le casier et trouve un crâne de cristal, ainsi que des instructions pour rencontrer un individu dans une chambre d'hôtel. Indy trouve un gangster qui lui remet un faux passeport, un billet d'avion pour le Pérou et d'autres instructions pour y rencontrer une énième personne. Arrivé au Pérou, Indy tombe sur Marion, désormais mariée avec le noble et archéologue Peter Belasco. Marion est d'ailleurs toujours en colère contre Indy de l'avoir abandonné. Elle a besoin du crâne de cristal pour trouver la cité mythique de Los Dioses, un lieu dans la forêt amazonienne péruvienne où, selon la légende, les souhaits peuvent se réaliser. De nombreuses expéditions ont tenté de la localiser auparavant, mais en vain. La dernière était dirigée par un vieil ami d'Indy et de Marion, le professeur Vernon Oxley, qui est porté disparu depuis lors. Belasco affirme que les lignes de Nazca sont en réalité un code, une fois interprété correctement, peut aider à localiser la cité. Indy et Marion louent un avion pour les photographier, mais lors de leur mission, ils sont attaqués par un autre avion piloté par Yuri. S'ensuit un combat aérien au cours duquel les 2 avions s'écrasent dans la jungle péruvienne. Indy et Marion sont secourus par un mystérieux docteur allemand du nom de Felix von Grauen qui vit parmi une tribu de Ovitos. Il les ramène au camp de Belasco tandis que Yuri est capturé par des soldats péruviens. Yuri échappe à la pendaison en promettant au dictateur péruvien, le président Escalante, de l'aider à utiliser le crâne et à trouver la cité. On découvre plus tard que von Grauen travaille pour Escalante. De retour au camp de Belasco, Indy découvre Oxley complètement fou, emprisonné dans un camion en cage comme un animal. Belasco l'utilise pour interpréter les symboles de Nazca et tracer l'itinéraire de l'expédition. Mais au moment où Indy rend cela public au reste de l'expédition, les hommes d'Escalante attaquent le camp et les prennent tous en otage, suivis peu après par des commandos soviétiques appelés par Yuri précédemment. L'objectif,
le crâne. Tout le monde se regarde, attend que l'un ou l'autre agisse. On peut un peu dire que nous sommes dans une sorte d'impasse mexicaine. Mais sauf que le face-à-face est vite interrompu par une attaque de fourmis géantes. Tout le monde fuit les fourmis. Belasco saute dans une rivière proche, Indy et Marion prennent le camion où Oxley est emprisonné et sont poursuivis à la fois par les commandos soviétiques et l'armée péruvienne. Le camion tombe dans la rivière, mais est suivi par des bateaux péruviens. Puis, le camion chute de 4 cascades. 1, 2, 3, 4. Les personnes à bord de ce dernier survivent, tandis que presque tous les autres meurent. De retour sur la terre ferme, Oxley fuit en se balançant de liane en liane à travers la jungle, tandis que Marion et Indy sont de nouveau capturés par Escalante, qui détient également Yuri, Belasco et 3 de ses hommes en otage. Cependant, Belasco arrive à s'emparer d'une mitrailleuse et tue tous les soldats péruviens restants. Immédiatement après, il révèle qu'il est également un agent soviétique au grand désarroi de Marion Ravenwood. Belasco trouve l'entrée de la cité perdue, mais avant d'y entrer, il est trahi par son assistant péruvien Porfi. Tout le monde est attaché à une jeep piégée avec une bombe prête à exploser, mais ils sont sauvés au dernier moment par Oxley. Lorsqu'il pénètre dans la cité perdue, de Los Dioses, il découvre Porfi devenu fou et ses 2 complices morts. Ils atteignent enfin le temple principal, qui possède un complexe aqueduc et des fils dorés électriques encore en fonctionnement. Dans une chambre, le groupe découvre des artefacts issus de toutes les anciennes cultures du monde, et dans la chambre circulaire principale, il voit 13 squelettes de cristal sans tête. Le crâne indique à Indy à quel squelette il appartient et Indy le replace sur ses épaules. Immédiatement, un mécanisme s'active et révèle 13 momies extraterrestres assises sur 13 trônes, chacun devant l'un des squelettes. Une voix surnaturelle demande où sont les autres crânes. Lorsqu'on lui dit que personne n'en a entendu parler, la voix se met en colère. La voix prétend être celle d'un extraterrestre qui, il y a longtemps, ont pris le contrôle de la Terre et ont donné naissance à toutes les anciennes civilisations et religions. Pour rester en vie, les extraterrestres exigeaient des sacrifices humains et ont construit les squelettes pour y conserver leurs âmes une fois que leur corps se serait décomposé. Cette voix dit alors qu'il est temps d'accorder un souhait aux membres du groupe ayant le plus grand désir. Peter Belasco, Yuri Makovsky, Von Grauen, Escalante et bien entendu Indiana Jones. Von Grauen, qui souhaite restaurer la grandeur créée par les nazis, a le corps arraché par un faux Adolf Hitler. Escalante, qui désire être craint de tous, se transforme en grenouille venimeuse. Belasco, qui veut avoir une connaissance infinie, se retrouve avec le cerveau fondu en raison de la quantité beaucoup trop importante d'informations qu'il a emmagasinées. Et quant à ce roublard d'Indy, tout ce qu'il veut, c'est Marion. Indiana est alors épargné. Pendant que les 3 autres hommes sont en train de perdre la vie, un alien retrouve la sienne. Enfin, Indy décide quand même de sauver le dernier homme, Makovsky. L'extraterrestre, en colère et en besoin d'un 4e corps humain pour terminer sa restauration, attrape Oxley par le cou et commence à absorber sa force vitale. Indy tire sur l'extraterrestre avec un fusil et le tue, sauvant ainsi la vie d'Oxley. Le temple principal commence alors à s'effondrer et les survivants restants s'enfuient à travers l'aqueduc dans une barque. Un gigantesque objet volant non identifié enfoui sous toute la cité commence à décoller, jusqu'à ce qu'il s'arrête, s'écrasant dans la jungle et produisant un nuage en forme de champignon nucléaire. Sain et sauf sur la rivière, Indy tabasse Yuri et lui dit de rester très loin de son pays. De retour aux États-Unis, Indy est blanchi de tout soupçon. Il reçoit même la médaille du Congrès des mains du président américain Eisenhower pour son aide dans la destruction d'un complot communiste qui a causé une explosion nucléaire dans la jungle du Pérou. Par la suite, nous retrouvons Indy et Marion en plein mariage. Le leur, bien sûr. Les 2 tourtereaux dansent pendant qu'Henry Jones Sr., totalement saoul, chante Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Et le film se termine sur Oxley qui déplace des couverts grâce à la force de son esprit. Comme vous avez pu le voir, beaucoup d'idées, de projets et de scripts ont été développés pour pouvoir donner les meilleurs films Indiana Jones au cinéma. Ou presque. Mais si je vous disais que le meilleur film Indiana Jones était au final même pas un film, est-ce que vous me croiriez? Et oui, car pour de nombreuses personnes, la suite ultime à la trilogie d'origine d'Indiana Jones est au final un jeu vidéo et pas n'importe lequel. De son nom Indiana Jones and the Fate of Atlantis, aka Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide. Ce jeu, sorti en 1992, représente la quintessence de ce qu'un projet Indiana Jones peut proposer. Le côté un peu ironique avec le développement de ce jeu est qu'il devait adapter le script avorté d'Indiana Jones and the Monkey King, que je vous présentais précédemment. Sauf qu'Al Barwood, le scénariste et chef de projet sur ce nouveau jeu, a lu donc le script d'Indiana Jones and the Monkey King et l'a qualifié tout simplement de médiocre. Et il a décidé donc qu'il fallait créer une toute nouvelle histoire. Ouch! Coup dur pour Chris Columbus. À croire que personne ne veut de son script. Bon, on a plutôt l'impression que c'est effectivement le cas. Bref, je vous passe tout le côté développement, mais ce jeu, en tant que film, aurait pu raconter quelque chose que nous n'avons jamais vu
dans les films Indiana Jones. Je parle bien entendu du début de la Seconde Guerre mondiale, ou du moins ses prémices les plus proches. Les nazis sont les antagonistes fétiches de Jones, si on peut dire, et le fait de ne jamais l'avoir vu les affronter pendant la guerre représente quand même quelque chose d'assez frustrant, du moins dans les films. Et avec ce volet qui se déroule à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression qu'on est en plein dedans, même s'il ne faut pas oublier que les États-Unis rentreront officiellement en guerre en 1941. Plongeons-nous désormais dans l'histoire fascinante qu'est Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide. L'histoire de Fate of Atlantis se déroule en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. À la demande d'un visiteur nommé Monsieur Smith, le professeur d'archéologie et aventurier Indiana Jones tente de trouver une statuette dans les archives de son lieu de travail, la faculté Barnett. Après qu'Indy ait récupéré la statuette, Smith utilise une clé pour l'ouvrir, révélant une perle métallique étincelante à l'intérieur. Smith sort alors une arme à feu et s'échappe avec les deux artefacts, mais perd son manteau dans le processus. La carte d'identité à l'intérieur révèle que Smith est Klaus Kerner, un agent nazi. En plus de cette fameuse carte d'identité, se trouve également un vieux magazine dans lequel on peut retrouver un article traitant d'une expédition dans laquelle Jones a participé avec une jeune femme nommée Sophia Hapgood, qui a depuis abandonné l'archéologie pour devenir médium. Craignant qu'elle ne soit la prochaine cible de Kerner, Indy se rend à New York pour la prévenir et en apprendre davantage sur la mystérieuse statuette. Arrivé là-bas, il interrompt sa conférence sur la culture et la chute de l'Atlantide et les deux se rendent à l'appartement de Sophia. Il découvre que Kerner a saccagé son bureau à la recherche d'artefacts Atlantes, mais Sophia dit qu'elle garde son objet le plus précieux, son collier, avec elle. Elle possède elle aussi une perle à l'image de celle qui se trouvait dans la statuette, identifiée comme étant le métal magique appelé orichalque. Sophia prend la fameuse perle, la place dans la bouche de son médaillon et invoque l'esprit du roi Atlante, Nur-Apsal. Elle explique ensuite qu'un scientifique nazi, le docteur Hans Huberman, cherche à découvrir le pouvoir de l'Atlantide pour l'utiliser comme source d'énergie afin d'avoir un avantage stratégique supplémentaire dans la guerre à venir. Sophia reçoit alors un message télépathique de Nur-Apsal qui leur demande de trouver le dialogue perdu de Platon, l'Hermocrate, un livre qui les guidera vers la légendaire cité perdue. Après avoir rassemblé des informations, Indy et Sophia finissent par trouver le fameux dialogue au sein, encore une fois, de la faculté Barnett. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette fac, dis donc. Il corrige alors la fameuse tenfold error de Platon, que l'on peut traduire grossièrement par erreur décuplée. C'est une mauvaise traduction de l'égyptien au grec qui localisait l'Atlantide à 3000 miles de la Grèce dans le dialogue de Critias, au lieu de 300 miles, soit une localisation dans la Méditerranée. Autant dire que l'erreur est extrêmement importante. Il indique également que pour accéder à la cité perdue, 3 pierres gravées sont nécessaires. Il y a ensuite un choix multiple propre au jeu, mais dans les 3 parcours proposés, Jones se rend à Monte-Carlo, à Alger et explore un labyrinthe Atlante en Crète. Et Sophia se fait bien entendu à un moment capturée par les nazis. Après avoir accompli toutes ces tâches, Jones arrive à l'entrée sous-marine d'Atlantis, près de Terra, et commence à explorer la cité perdue. Il apprend à se servir de divers artefacts Atlantes qui lui permet, entre autres, de produire des perles d'orichalque et de sauver Sophia de la prison dans laquelle elle était enfermée. Le duo se retrouve alors au centre d'Atlantis et est ensuite guidé par le médaillon de Sophia qui les dirige chez Nur-Apsal. Ce dernier prend alors possession totalement de Sophia. Indy, en rusant comme toujours, arrive à lui retirer son collier et à le détruire, sauvant donc sa camarade. Il découvre alors que les Atlantes cherchaient à devenir des dieux et pensaient qu'avoir 10 pierres d'orichalque leur permettrait de maîtriser l'eau et d'éviter un désastre sans précédent. Et sans savoir comment, Jones active la fameuse machine permettant a priori de réaliser ces miracles. Les nazis arrivent et annoncent qu'ils veulent se servir de la machine tout juste activée pour devenir des dieux. Smith ou Kerner, appelez-le comme vous voulez, décide de passer en premier, pensant que son sang arien lui permettra de devenir dieu. Henry Jones Jr. fait mention de la fameuse erreur de Platon, ce qui pousse Kerner à utiliser une pierre au lieu de 10, sauf que le résultat n'est pas celui qu'il escomptait. Il se transforme alors en créature totalement difforme et saute dans la lave environnante. Bye bye Kerner. Indiana est alors forcé de tenter le coup, mais prévient Huberman que lorsqu'il sera dieu, il sera damné éternellement. Huberman, effrayé, décide de prendre la place de Jones et de tenter le coup, non pas avec une, ni 10, mais 100 pierres d'orichalque. Ce qui transforme l'agent du Troisième Reich en un être vert, sa forme devient instable et éclate en plusieurs morceaux. Et là, vous allez voir, c'est encore plus intéressant car il y a des fins alternatives. Dans le scénario en mode happy ending, Atlantis succombe à une éruption volcanique pendant que Sophia et Indy quittent la ville. Indiana et Sophia s'embrassent sur le sous-marin dans lequel ils étaient, profitant par là même d'un magnifique coucher de soleil. Tandis que dans la fin de catastrophe, Sophia ou Indiana se retrouvent transformés car Indiana n'a pas réussi à convaincre les nazis d'utiliser la machine à sa place, ou Sophia n'a pas été libérée de la prison, ou
Sophia n'a pas été tout simplement sauvée de l'emprise du roi Atlante. Comme vous l'avez compris, Indiana Jones and the Fate of Atlantis coche toutes les cases de ce qui fait un film Indiana Jones un bon, voire un très bon film Indiana Jones. Il rend hommage à l'époque dans laquelle il s'inscrit, met en avant une quête et un, voire plusieurs objets légendaires qui, s'ils tombent entre de mauvaises mains, peuvent créer énormément de destruction, regroupe un caractère historique et archéologique très intéressant, et puis bien sûr, il y a des nazis. Sans compter le fait que le personnage de Sophia représente bien plus qu'un love interest lambda. C'est une experte dans le domaine de l'Atlantide, et surtout, elle est indispensable dans la quête d'Indiana Jones. Son personnage a tellement été apprécié qu'il sera réutilisé plus tard dans d'autres comics et jeux vidéo. Vous l'aurez compris, les projets Indiana Jones ne manquent pas à l'appel. Je vous ai parlé des scripts abandonnés, des idées farfelues qui sont sorties de la tête de bon nombre de personnes, mais énormément d'idées n'ont même pas été ajoutées dans cette vidéo. J'ai décidé de me concentrer sur les idées les plus abouties ou les plus intéressantes pour vous livrer la vidéo la plus qualitative possible. L'histoire de la production des films Indiana Jones m'a permis de découvrir énormément de choses et j'espère que vous aussi. Si vous êtes intéressé par d'autres histoires autour de vos films préférés, j'ai fait des vidéos sur Rocky et John Wick, donc n'hésitez pas à cliquer, c'est censé s'afficher. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!